Imaginez, d'un côté plus de 10% de rendement et de l'autre à peine 3%. D'un côté une fiscalité supérieure à 50% et de l'autre une fiscalité nulle ou presque. Voici des exemples qui sont extrêmes mais qui sont bien réels. C'est la différence finalement entre un bon investissement en SCPI et le risque d'écouter aveuglément des mauvais conseils qui peuvent faire très mal à votre patrimoine. Mais avec plus d'une centaine de SCPI disponibles sur le marché, de nombreuses façons d'investir différentes et un jargon qui est très propre aux SCPI, la vérité, c'est qu'on peut vite s'y perdre. C'est pourquoi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, en m'appuyant sur les connaissances que j'ai accumulées via la rédaction de centaines d'articles pour le site de Financero sur le sujet des SCPI. Je vais aussi me baser sur mon expérience d'investisseur puisque j'ai moi-même quelques milliers d'euros placés dans ces fonds immobiliers. Mais d'abord, c'est quoi une SCPI? L'acronyme SCPI signifie Société Civile de Placement Immobilier. Il s'agit d'un fonds immobilier créé par une société de gestion et dont des investisseurs comme vous et moi peuvent acheter des parts pour devenir associés. Alors, avec l'argent collecté, la SCPI va réaliser l'acquisition de plusieurs biens immobiliers, mais finalement, pourquoi faire? En fait, les SCPI qui sont les plus courantes sont ce qu'on appelle les SCPI de rendement. Leur objectif, c'est de louer leur actif immobilier et de vous reverser une grande partie des loyers perçus à vous, les associés, sous forme de dividendes. Ainsi, elles génèrent un rendement et c'est pourquoi on dit souvent que c'est un placement qui est vraiment idéal pour obtenir un complément de revenu, par exemple, pour la retraite. Bon, il existe aussi des SCPI de plus-value, dont l'objectif principal est d'acquérir des biens avec pour but de réaliser une plus-value à la revente. Et il y a aussi des SCPI fiscales pour vous faire bénéficier des dispositifs de défiscalisation comme le de Normandie ou le Pinel quand ça existait encore. Et après, quand même, de la même manière qu'investir en Pinel a rarement été une bonne affaire, je vous déconseille la plupart du temps les SCPI fiscales. Et de toute façon, vraiment, le cœur du réacteur pour les SCPI, c'est quand même les SCPI de rendement. Mais comme on va le voir tout de suite avec un exemple, on peut aussi très bien se planter en investissant dans une SCPI de rendement. Alors, pour notre exemple, imaginons Jean-Claude, je vous laisse choisir lequel, qui a investi en direct dans la SCPI Primo-Pierre en 2016, suite à un échange avec son conseiller bancaire. Voici à l'écran le rendement obtenu par Jean-Claude depuis 2016, et voici maintenant le taux de distribution moyen sur le marché des SCPI constaté par l'ASPIM. Alors si au début, le rendement était dans la moyenne, on voit quand même que ça décroche sérieusement à partir de 2022 environ. Et pour cause, en fait, la SCPI Primo-Pierre fait partie de celles qui ont massivement investi dans les bureaux en région parisienne dans les années 2010. Sauf que, vous le savez sans doute, c'est un secteur qui s'est pris de plein fouet l'émergence du télétravail suite au Covid, mais aussi la baisse du marché de l'immobilier suite à la hausse des taux de la Banque centrale européenne. Et le pire dans tout ça, c'est que le 3,62% de taux de distribution, il est net de frais de gestion, mais il n'est pas net de fiscalité. Donc, comme il s'agit d'une SCPI qui investit en France à 100%, eh bien notre pauvre Jean-Claude est taxé sur ses dividendes de SCPI à 30%, sa tranche marginale d'imposition, ou TMI, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'au total, c'est quasiment la moitié qui part aux oubliettes. Donc, en réalité, son rendement net, ça donne ça. Donc, autrement dit, c'est à peine mieux que le livret A et moins bien qu'un excellent fonds euro dans une assurance vie. Et enfin, le pompon pour couronner le tout, le prix des parts de Jean-Claude s'est apprécié de 3% environ entre 2017 et 2018, donc ça c'est bien, mais il s'est effondré entre 2023 et 2025, passant de 208 € par part à juste un peu plus de 100 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc bref, c'est un cauchemar, mais que malheureusement, plusieurs épargnants français ont réellement vécu. On va donc analyser maintenant les erreurs commises par notre cher Jean-Claude et voir comment il aurait pu les éviter, à commencer par bien choisir sa SCPI. Mais avant cela, sachez que pour éviter ce genre de déboires, en fait, Jean-Claude aurait tout simplement pu se tourner vers un courtier spécialiste des SCPI, comme France SCPI, plutôt qu'aller chez son banquier. Il aurait ainsi pu profiter gratuitement de conseils d'experts du secteur et d'une analyse poussée de son projet pour sélectionner les meilleurs SCPI parmi la soixantaine qu'il propose. Ça lui aurait aussi permis d'avoir un suivi sur le long terme, qui est utile par exemple pour être alerté avant que des situations comme la chute du prix de part de Primo-Pierre n'apparaissent. Et en plus, en venant de la part de Financero, il aurait pu profiter de 3,5% de cashback sur les SCPI éligibles. Donc en gros, c'est celles qui ont des frais de souscription. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Et sachez que ça permet à Financero de toucher également un petit bonus qui va nous aider à continuer à créer de nouveaux contenus. Bon, parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Et d'abord, comment bien choisir ces SCPI? Le premier critère, parce qu'on parle quand même de placement, ça va être bien sûr la performance. Sur les 116 SCPI que j'ai analysés sur 2025, moi j'ai une moyenne de taux de distribution qui est aux alentours de 5,57%, ce qui est plutôt pas mal. Mais tout ça n'est qu'une moyenne et vous allez voir que l'écart est considérable puisqu'on a d'un côté les rendements les plus faibles qui sont inférieurs à 4%, comme Primo-Pierre de Praemia, Accès Valeurs Pierre de BNP Paribas ou Edissimo du côté d'Amundi.
Et de l'autre côté, on a la tête de peloton avec Wimo One à 15,27% en 2025 et Reason à 12,90%. Donc on voit bien que c'est le jour et la nuit. Bon, en vrai, la performance de ces jeunes SCPI est assez exceptionnelle car boostée par un effet mécanique entre le délai de jouissance, la vitesse d'investissement et aussi une collecte soutenue. Mais quand même, on trouve vraiment des SCPI comme Hirokozen qui ont délivré plus de 7% de rendement pendant 5 années de suite. Donc pour vous donner un petit panorama, si je décompose le marché, vous pouvez voir à l'écran 38 SCPI sur 116 qui affichent un taux de distribution supérieur à 6% en 2025. Donc il y a quand même le choix. 37 qui délivrent entre 5 et 6%, 29 entre 4 et 5%, et enfin une douzaine avec un rendement inférieur à 4%. Donc mon conseil, quand on voit ça, c'est quand même que par les temps qui courent, essayez de viser une SCPI avec un taux de distribution qui soit au moins supérieur à 6%. Je trouve que ça serait quand même dommage d'aller chercher au moins. Donc ensuite, l'autre volet de la performance d'une SCPI, qui est moins important à mon avis sur ce genre de produit, ça va être d'aller chercher une potentielle plus-value à la revente. Pour ça, il faut juste vérifier que vous achetez une SCPI dont le prix de souscription est inférieur ou égal à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Et oui, je vous avais prévenu, il y a quand même un peu de jargon dans l'univers des SCPI. Cette donnée, ça correspond grosso modo à combien est évaluée la valeur de la SCPI aujourd'hui en s'appuyant sur les valeurs d'expertise de ces actifs immobiliers. Par conséquent, si le prix de part est inférieur à la valeur de reconstitution, vous avez mécaniquement plus de chances de faire une plus-value à la revente puisque la société de gestion est susceptible d'augmenter son prix de part puisqu'elle a une certaine marge de manœuvre. Donc, enfin, si vous hésitez entre deux SCPI similaires, moi ce que je vous conseille, c'est de regarder si l'une des deux a un report à nouveau conséquent. Alors le report à nouveau, cette fois-ci, ça va être une sorte de cagnotte que certaines SCPI mettent de côté pour assurer un certain niveau de rendement en cas de coup dur, comme par exemple une crise économique. Et on voit en fait sur le marché, il y a certaines SCPI comme Quorum Origin qui ont décidé de distribuer tout à leurs associés en permanence, alors qu'il y en a d'autres qui préfèrent se constituer un petit coussin de sécurité. Ça, franchement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour moi, le deuxième critère qui est assez important à mes yeux, c'est d'évaluer évidemment la qualité du patrimoine immobilier de la SCPI et aussi l'efficacité de sa gestion. Pour juger de ça, vous pouvez vous pencher sur plusieurs éléments que vous retrouverez soit dans les bulletins trimestriels, qui sont en général disponibles en ligne, soit dans les rapports annuels. Alors moi, premièrement, ce que je regarde, c'est combien d'actifs environ possède la SCPI. S'il y en a plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine, alors je trouve qu'on commence à être à un bon niveau de diversification. Ensuite, moi, je vous invite à plutôt privilégier les SCPI diversifiés, aussi bien au niveau du type d'actifs, par exemple, qui investissent en bureau, logistique, commerce, santé, etc., mais aussi qui ont une diversification géographique. Ça, c'est non seulement parce que c'est bien pour le sacro-saint principe de diversification qui est cher à la finance, mais en plus, ça permet à la SCPI de pouvoir se retourner en cas de changement de tendance sur certains marchés, parce que c'est la réalité, une SCPI qui a inscrit dans sa stratégie qu'elle achète du bureau en France, eh bien, si elle fait ça, elle n'est censée acheter que du bureau en France, même si jamais c'est un secteur qui se casse la figure. Donc, mieux vaut prendre une SCPI diversifiée qui pourra être agile et surfer sur les bonnes vagues. Pour continuer, à mon avis, c'est quand même bien de regarder aussi le nombre et la nature des locataires. Parce qu'en gros, si la SCPI elle a 10 actifs et que tous ces actifs-là sont loués à Basic Fit, eh ben, si cette société Basic Fit fait faillite, eh ben, alors la SCPI est quand même en difficulté. Et en complément aussi sur le côté locataire, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder la durée moyenne des baux, puisque souvent, comme il s'agit de locataires professionnels, eh bien, cette durée, vous allez voir, chez certaines SCPI, elle peut être de 5 ou 6 ans, ce qui est quand même bien et rassurant au niveau de la stabilité de vos dividendes à venir, alors que voilà, si la durée était plus courte, forcément, ça serait moins rassurant. Enfin, ça va être important de regarder le TOF, le taux d'occupation financier. Ouais, désolé encore pour l'acronyme, mais voilà, je vous ai prévenu, c'est comme ça. Alors cet indicateur-là, lui, il vient résumer si la SCPI, elle loue actuellement 100% de ses actifs, ou seulement 95% ou 80%. Moi, le bon seuil, je considère que c'est d'aller regarder si c'est en dessous de 90. En dessous de 90, il faut commencer à s'inquiéter un peu parce que ça peut vouloir dire que certains biens de la SCPI ne sont quand même pas attractifs ou tout simplement, et c'est pas forcément mieux, que la société de gestion ne gère pas son parc immobilier de manière optimale. Et le dernier critère important à regarder, c'est évidemment celui des frais. Surtout qu'en SCPI, vous allez voir, ça peut faire très mal. Déjà, il y a deux grandes catégories de SCPI aujourd'hui, il faut avoir en tête. C'est les SCPI sans frais de souscription, mais où il y a quand même une commission de retrait, si jamais vous revendez vos parts avant un certain délai, souvent c'est de l'ordre de 5 ou 6 ans. Et il y a les SCPI avec frais de souscription, ceux-là aussi entre 2 et 12%, mais la plupart du temps, c'est entre 10 et 12%. Ça, c'est le cas pour plus de la moitié des SCPI dans ma base de données.
Donc pour info, hein, il y a un peu une petite guéguerre entre ces 2 catégories de SCPI, hein, quand je parle aux différentes sociétés de gestion. On a d'un côté les SCPI sans frais de souscription qui disent qu'elles peuvent investir, plus d'argent, puisqu'elles n'ont pas ces frais de souscription qui sont enlevés, ce qui leur permet de reverser plus de dividendes. Et de l'autre côté, on a les SCPI avec frais de souscription qui répondent que les SCPI sans frais d'entrée ont des frais cachés, des frais de gestion plus élevés. Franchement, personnellement, moi je m'en fiche un peu, hein, tant qu'à la fin on s'y retrouve sur la performance nette de frais. Et le taux de distribution des SCPI, bah, normalement, il est présenté net de frais, excepté pour les fameux frais d'entrée. Donc, vous pouvez comparer facilement en fait, les SCPI sur cette base. Et par conséquent, si le taux de distribution il est identique entre deux SCPI et que l'une n'a pas de frais d'entrée et que l'autre a des frais d'entrée à 12%, bah, évidemment, il vaut mieux choisir celle qui n'a pas de frais d'entrée. Voilà, donc si je résume, pour faire le bon choix, il faut regarder la performance de la SCPI, son patrimoine et la qualité de sa gestion, et pour finir, les frais. Donc finalement, c'est assez simple. Rassurez-vous, si vous avez peur, évidemment, de vous palucher vous-même l'analyse des plus de 100 SCPI qui sont sur le marché, figurez-vous que je le fais pour vous chaque année, hein, sur la base des résultats au 31 décembre de l'année précédente. Et c'est sur la base des différents critères, hein, que je viens d'évoquer là, que je dresse un classement des SCPI et j'attribue un SCPI Awards de Financero aux 20 premières SCPI du classement. Pour retrouver ce comparatif, je vous mets le lien en description. Ou alors, vous pouvez juste taper classement SCPI Financero dans votre moteur de recherche. Donc maintenant, je vais vous expliquer finalement comment on peut faire mieux que ça. Et là où tout va se jouer, vous allez voir, c'est que vous pouvez investir en SCPI de nombreuses manières différentes. La plupart du temps, en fonction de votre profil, généralement, il y a une ou deux options qui seront plus indiquées que les autres. Alors la première possibilité, qui est aussi la plus répandue, c'est l'achat de parts de SCPI en direct. Généralement, ça se fait par l'intermédiaire de votre banquier, qui va vouloir vous refourguer ces SCPI maison, ou par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, ou enfin via un courtier spécialisé en SCPI comme France SCPI. L'avantage de cet achat en direct par un courtier spécialisé, c'est que vous allez avoir accès à un maximum de choix, ce qui est normal puisque toutes les SCPI peuvent être souscrites en direct. Donc vous avez accès à généralement plus d'une centaine de SCPI disponibles sur le marché. Alors l'inconvénient, comme on l'a vu avec Jean-Claude, c'est que la fiscalité peut vite devenir confiscatoire dès que vous avez une TMI qui est supérieure à 30%. Et heureusement, il y a une petite astuce qui est désormais bien connue et qui consiste à souscrire à une SCPI en direct, mais qui investit majoritairement en Europe, en dehors de la France. Ça va vous permettre de ne pas payer les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui est quand même déjà une bonne économie, et aussi de profiter d'une fiscalité qui est souvent plus attractive à l'étranger. Une autre option largement répandue consiste à souscrire à une SCPI via une assurance vie, l'enveloppe fiscale préférée des Français, et cela vous permet, au-delà de 8 ans, comme vous le savez peut-être déjà, de profiter d'un abattement annuel de 4 600 € sur vos gains, ou sinon de profiter un maximum des intérêts composés, par exemple en réinvestissant vos dividendes en part de SCPI sans passer par la case impôt. Donc l'inconvénient, en revanche, c'est que toutes les SCPI ne sont pas disponibles en assurance vie. C'est le cas par exemple de Wimo One. Il faudra donc vérifier que vous ouvrez un contrat d'assurance vie avec une bonne sélection, en tout cas une sélection qui vous convient. Pour ça, on a justement rédigé un article sur Financero sur ce sujet, qu'on met régulièrement à jour. Et si vous voulez lire, je vous mets un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. L'autre point auquel il va falloir faire attention, c'est de bien choisir aussi un contrat d'assurance vie qui vous reverse 100% des dividendes de la SCPI. Moi, par exemple, j'ai une assurance vie Fortuno qui ne me reverse que 85% des dividendes de la SCPI Transition Europe, dans laquelle j'investis. Donc moi, je vis avec, mais c'est quand même mieux quand on peut éviter. Et par contre, c'est le cas, puisque j'investis aussi dans Hirokozen avec Linksea Spirit 2, et là, je touche 100% des loyers. On va maintenant parler crédit, et en vrai, quand on y pense, il n'est pas si fréquent que ça de pouvoir utiliser l'effet de levier pour ces investissements, ou en tout cas sans que ça soit à un taux démentiel ou en prenant des risques démesurés avec des effets de levier pharaoniques sur les marchés financiers. Donc finalement, vous pouvez surtout le faire, cet effet de levier, pour un investissement locatif, comme je viens d'ailleurs de le faire récemment, à titre perso, mais vous pouvez aussi le faire avec les SCPI. Et ça vous permet d'utiliser votre capacité d'emprunt, quand elle existe, et à ce moment-là, je vous conseille de le faire, pour vous constituer efficacement un patrimoine tout en limitant votre effort d'épargne mensuel, puisque finalement, les dividendes versés par les SCPI viennent vous aider à rembourser votre prêt. Bon, le problème, en revanche, c'est que la banque du coin, elle finance rarement l'achat de SCPI à crédit, ou alors uniquement si c'est leur SCPI maison, sauf que c'est rarement la plus performante. Donc mon astuce, là, pour trouver une solution, c'est encore une fois de passer par un courtier spécialisé qui va connaître les établissements de crédit ouverts à ce genre de financement et potentiellement qui dispose de partenariats qui vous permettront d'accéder à des taux corrects. Et pour vous donner une idée sur les établissements qui font ça, France SCPI travaille avec Sofiap, CFCAL ou CACF, donc des noms qui peut-être ne vous disent pas grand-chose, mais encore une fois, ça vient montrer l'intérêt de passer par un spécialiste. Donc après, je vous préviens quand même, vous n'obtiendrez
pas le même taux d'intérêt que si c'était pour acheter votre résidence principale. Il faut compter en général 1 point de plus de pourcentage. Donc en mai 2026, on peut considérer qu'on peut avoir un prêt IMO aux alentours de 3,5%, qui donne un prêt pour acheter des parts de SCPI aux alentours de 4,5%. Du coup, il faut investir dans une SCPI qui délivre plus que 4,5% de rendement pour que ça ait du sens. La bonne nouvelle, enfin, pour finir sur les SCPI à crédit, c'est que les intérêts sont déductibles de votre base imposable. Je vais maintenant vous parler d'un mode d'investissement qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais qui peut être sacrément efficace. Il s'agit de l'achat de parts de SCPI en démembrement avec d'un côté ce qu'on appelle la nue propriété et de l'autre l'usufruit. Alors je vais prendre quand même 2 secondes pour expliquer ce concept. La pleine propriété du bien, en fait, elle se décompose en 2 parties, toujours. La nue propriété qui fait que vous êtes propriétaire de l'actif, mais vous n'en touchez pas les fruits. Et donc, dans le cas d'une SCPI, ça signifie que vous ne touchez pas les loyers. Et à l'inverse, on a l'usufruitier qui touche les fruits générés par le bien et donc, dans ce cas-là, les dividendes versés par la SCPI. Donc, pour que tout ça fonctionne, le démembrement est en fait temporaire. Celui qui achète en nue propriété profite d'un prix des côtés, par exemple, moins 30% pour un démembrement sur 10 ans. Et de l'autre côté, on a l'usufruitier qui paye les 30% restants. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 10 ans, le nu propriétaire récupère la pleine propriété du bien et donc commence à toucher les dividendes. Et l'usufruitier, quant à lui, ne possède plus rien et ne touche plus rien. Alors voyons maintenant pourquoi ça peut être avantageux d'acheter en nue propriété. Alors imaginons que vous êtes une personne en profession libérale, typiquement un médecin, un avocat, un architecte, avec une tranche marginale d'imposition élevée de 41%. En fait, tant que vous êtes en activité, vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires, surtout que ceux-ci sont très taxés. Mais en revanche, pour la retraite, vous avez tout intérêt à avoir des compléments de revenus si vous voulez être en mesure de maintenir votre train de vie. Donc vous avez tout intérêt à acheter des parts de SCPI en nue propriété à 10 ans de la retraite, à 70% de leur prix seulement, parce que comme ça va vous permettre de récupérer la pleine propriété une fois à la retraite. C'est que à ce moment-là que vous toucherez 100% des dividendes. Alors cela représente un double avantage. Vous avez la décote de 30%. Une fois la pleine propriété récupérée, elle correspond à une plus-value qui n'est pas imposable. Donc déjà, ça fait une rentabilité nette de 30% sur 10 ans, ce qui n'est pas rien. Et de deux, surtout, vous touchez 100% des dividendes en n'ayant investi que 70% de la valeur. Donc une SCPI avec un rendement de 7% vous rapporte en fait du 10% par an. Et par conséquent, l'achat en nue propriété, vous le voyez, ça vous crée une sorte d'effet de levier. Alors maintenant, la petite astuce à avoir en tête, c'est que toutes les SCPI n'ont pas les mêmes clés de démembrement. Elles sont différentes, c'est pas comme pour un viager. Certaines sont plus avantageuses pour un démembrement sur 5 ans, pour d'autres, ça sera plutôt sur un démembrement sur 10 ans, d'autres sur 15 ans. Et en plus, dans cette combinaison-là, vous avez des centaines de CPI sur le marché. Donc là, vous me voyez venir. Je pense que vraiment, c'est pas du luxe, encore une fois, de faire appel à un courtier spécialisé qui pourra vous donner les bons plans si vous voulez acheter en nue propriété. Pour conclure cette partie, je vais expliquer dans quel cas de figure l'achat en usufruit peut aussi se révéler intéressant. En effet, acheter des parts de SCPI à 30% de leur prix pour au final toucher des dividendes pendant 10 ans, mais se retrouver sans rien à la fin, même à 7% de rendement annuel, ça ne fait pas forcément rêver. En fait, ce sont surtout les sociétés qui sont intéressées par l'usufruit. Là, vous pouvez amortir, quand vous êtes une société, l'achat de vos parts de SCPI et ainsi venir diminuer vos revenus imposables. Donc non seulement ça vous permet de placer votre trésorerie avec un meilleur rendement qu'un bon compte à terme, par exemple, mais en plus, votre gain est encore plus élevé puisque ça vous permet de diminuer vos impôts. Et ça peut donc être une bonne solution si vous avez une entreprise qui a de la trésorerie régulièrement ou une holding patrimoniale dont vous voulez faire travailler les fonds. L'inconvénient, en revanche, c'est que les parts de SCPI en usufruit, ça ne court pas les rues. Et c'est là qu'intervient ma petite astuce. Parce que si vous disposez d'une holding patrimoniale, vous pouvez acheter en usufruit, puisque votre holding, c'est une société. Et de l'autre côté, vous pouvez acheter à titre particulier la nue propriété. En faisant ça, vous faites travailler la trésorerie de votre holding tout en diminuant sa fiscalité, le temps que vous êtes en activité. Puis, vous récupérez la pleine propriété en direct une fois que vous avez besoin de compléments de revenus. Et comme finalement, vous êtes à la fois nu propriétaire et usufruitier dans l'opération, forcément, vous n'aurez pas de problème pour trouver une contrepartie. Alors maintenant qu'on a vu comment choisir ces CPI et trouver le meilleur schéma pour investir, il est temps, à mon avis, de faire un petit récap des avantages et des inconvénients de ce placement. Le premier avantage que j'attribue au SCPI, c'est que ça fournit des rendements intéressants et qui sont en plus réguliers dans le temps. Parce que certes, la bourse, ça rapporte du 8% en moyenne sur le long terme, et donc c'est plus performant, mais ça reste au prix de fluctuations des marchés financiers qui peuvent être importantes. Et si on regarde les dividendes des actions, ça reverse quand même rarement du 7% par an comme le font aujourd'hui des SCPI. Donc pour un complément de revenus régulier, vous voyez, c'est franchement pas l'idéal, la bourse. Mais à l'inverse, comme les dividendes des SCPI s'appuient sur les loyers reversés par des dizaines voire même des centaines de locataires, ça va être extrêmement stable comme source de revenus, et surtout que les locataires sont souvent des professionnels, je l'ai dit, avec des baux signés sur plusieurs années. Donc pour un complément de retraite, par exemple,
ça va vraiment bien fonctionner. Alors, l'autre avantage que je vois aussi avec les SCPI, c'est que vous n'avez aucun des tracas de gestion liés à la possession d'un bien immobilier, puisque, en effet, pour compléter votre retraite, vous pourriez évidemment légitimement penser à faire un ou plusieurs investissements locatifs, hein. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, il faudra trouver le bien, trouver le prêt pour financer ça, des locataires, changer de locataire si jamais il y en a qui partent, payer vos charges régulièrement, la taxe foncière et autres, gérer les travaux. Bref, vous voyez que même si vous déléguez un maximum, à tous les coups, il va vous rester des choses, des petits trucs à faire. Alors qu'à l'inverse, avec les CPI, vous déléguez absolument tout à la société de gestion. Évidemment, tout ça, ça a un coût, hein, qui sont les frais de gestion prélevés sur les loyers. Mais certains diront que c'est le coût de la tranquillité et que ça n'a pas de prix. Alors passons maintenant au point positif suivant. Donc aussi bien la mutualisation que permet les SCPI que l'expertise de société de gestion, ce qu'il faut voir, c'est que ça vous donne la possibilité d'investir dans des entrepôts, des centres commerciaux, des bureaux, des hôtels. Bref, quand même toute une catégorie, une panoplie de biens qu'on ne peut généralement pas acheter tout seul en tant que particulier, et aussi notamment parce qu'ils valent des millions d'euros, hein. Et même si on le peut, imaginons que vous êtes très riche, alors vous n'avez pas forcément bénéficié de la grande diversification qu'apportent certaines SCPI qui investissent dans plusieurs types d'actifs et dans différentes zones géographiques. Ce niveau élevé de diversification, il est d'ailleurs accessible à moindre coût, ce qui est un autre avantage des SCPI. Et puisque à partir de quelques centaines d'euros, vous pouvez investir en SCPI en direct, et c'est même moins si vous passez par une assurance vie. C'est donc typiquement le genre de placement sur lequel vous pouvez mettre en place un versement programmé pour épargner régulièrement sans avoir à y penser. Enfin, et je pense que c'est pas anecdotique à mon avis, les SCPI vont être bien plus faciles à gérer dans le cadre d'une succession. Parce que par rapport à des biens immobiliers en direct, vous voyez que dans le cas de SCPI, chaque héritier va recevoir un nombre égal de parts et faire ce qu'il veut avec, finalement, les garder ou les revendre. Alors que dans le cas de biens immobiliers, si vous n'avez pas le bon nombre, la bonne valeur, cela va terminer généralement en indivision et avec à la clé finalement un risque d'embrouille familiale, qui est généralement le genre de situation évidemment qu'on préfère éviter. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier inconvénient que je vois, ce sont les frais, et en particulier les frais de souscription. Parce que quand ils sont de 12%, je vous rappelle que ça nécessite que vous gardiez vos parts de SCPI pendant 12 ans pour que finalement cela représente 1% par an. Donc bref, ça vous impose de conserver vos parts de SCPI sur le long terme pour que ce placement soit performant. Avec les SCPI sans frais de souscription, vous pouvez revendre au bout de 5 ou 6 ans sans commission de retrait, mais toujours est-il que vous voyez bien que ça reste un placement au moins de moyen terme. Alors ensuite, il y a la fiscalité des SCPI qui peut être punitive, on l'a vu si on n'y fait pas attention, mais il y a aussi des techniques pour éviter cela, comme les SCPI européennes, l'assurance vie ou la nue propriété qu'on a évoqué. Et l'autre aspect de la fiscalité qui peut être un peu pénible, ça reste également la déclaration de revenus. En général, sachez que la SCPI européenne prépare généralement un récapitulatif bien fait, vous disant quel montant mettre dans quelle case. Et moi, je m'en occupe chaque année pour ma grand-mère et je peux vous assurer que c'est pas la mer à boire. Pour continuer ma liste, j'ai rappelé que la SCPI présente un risque de perte en capital. Ce placement est moins volatile aussi que les actions. Mais il faut garder en tête que ça reste néanmoins soumis aux variations du marché de l'immobilier qui ne sont pas nulles. Et donc, ce n'est pas du tout un placement garanti comme un livret A ou un fonds euro. Enfin, un dernier point quand même, c'est que la liquidité des SCPI n'est pas toujours au rendez-vous. Pour les SCPI dont le prix de part a chuté, heureusement c'est pas toutes, il y a une augmentation massive d'associés voulant vendre leur part, ce qui là est tout à fait normal. Et ça a eu tendance à rallonger les délais de cession pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Parce qu'en effet, si un associé veut sortir, vendre ses parts, soit il faut un nouvel associé en face, soit la SCPI doit vendre des actifs immobiliers, ce qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Surtout si le marché fonctionne dans des conditions dégradées, vous imaginez que ça va être pas évident. Et pour vous dire l'ampleur des dégâts, certaines SCPI sont passées de SCPI à capital variable à des SCPI à capital fixe. Et en fait, elles ont fait cela pour qu'un marché secondaire se mette en place, ce qui va permettre à leurs associés de revendre leurs parts, quitte à en brader le prix. Et rassurez-vous quand même, encore une fois, il y a plein de SCPI où il n'y a aucune part en attente de retrait et où tout se passe très bien. Mais voilà, je dois quand même vous prévenir que ça ne se passe pas toujours comme ça. Voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, les SCPI, ça peut vraiment être un super placement pour mettre un peu d'immobilier dans votre patrimoine, avec du rendement, plutôt intéressant en ce moment, mais sans la prise de tête liée à avoir de l'immobilier locatif en direct. En revanche, vous l'avez vu, ça reste un marché complexe, avec plus d'une centaine de SCPI, dont les performances n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais aussi des acronymes dans tous les sens, entre TOF, RAN, taux de distribution, etc., etc. Également plusieurs façons d'investir, entre en direct, en assurance vie, à crédit, en démembrement. Voilà, plein de façons d'investir différentes. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez passer à l'action, je vous recommande vraiment soit de bosser le sujet en lisant mes articles sur le site de Financero,
soit de vous faire accompagner par un courtier spécialisé en SCPI comme France SCPI, ce qui en plus va vous permettre de profiter de 3,5% de cashback sur votre investissement pour les nombreuses SCPI qui sont éligibles à cette offre. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo de mon entretien ici avec Ivan Vagic de WimoOne. WimoOne, la SCPI qui a explosé les compteurs avec un taux de distribution de 15,27% en 2025. Allez, ciao, à la prochaine!